Il y a quelques semaines, j'ai accompagné Charles Villa à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, où une grande partie de la ville est contrôlée par différents groupes armés. On est allé à leur rencontre pour comprendre leurs revendications et comment ils gèrent les quartiers qu'ils contrôlent. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment on a fait pour filmer les groupes armés. Bonjour, comment vous voyez? Comment ça s'est passé sur le terrain. T'es au team? Ouais, dis-moi. Il y a des tirs à l'ouest. Et pourquoi on a dû quitter rapidement l'un des quartiers contrôlés par un gang. Attention, t'es au team, range ta caméra. Avant de vous raconter tout ça, je vais d'abord vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à accompagner Charles à Haïti. Alors moi je suis réalisateur, je filme beaucoup de sujets assez diversifiés, que ce soit des reportages, des festivals ou encore des publicités. J'aime bien toucher à tout en fait, que ce soit le tournage ou le montage, pour pouvoir raconter une histoire dans sa globalité. Et en fait ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec Charles et que je monte la plupart de ses reportages et documentaires, que ce soit pour Brut ou pour sa chaîne YouTube. Donc j'ai l'habitude de travailler sur ce genre de sujet à travers mon regard de monteur. Et en montant ces sujets, ça m'a aussi donné envie de l'accompagner en tournage pour filmer et retransmettre au mieux ce qui se passe sur place. Et c'est comme ça qu'en août dernier, il m'a proposé de l'accompagner à Haïti pour faire ce reportage. Alors avant d'accepter, j'avais une petite appréhension parce que je suis pas reporter de guerre comme Charles et j'ai aucune expérience de tournage sur le terrain dans ce genre de zone de conflit, mais au final, après en avoir longuement discuté avec lui, j'ai décidé de l'accompagner. J'ai donc préparé mon matériel et je l'ai ensuite rejoint dans son studio pour qu'on puisse terminer les préparatifs avant de prendre l'avion. Normalement, on devrait pas en avoir besoin. Comment ça se passe sur place? Est-ce que tu penses que ça va le faire? C'est pas trop... De toute façon, dans ces endroits, il y a toujours une part d'inconnu. Dans Port-au-Prince, c'est considéré aujourd'hui comme une zone de conflit. Il y a des quartiers qui sont contrôlés par les gangs. Il y a beaucoup de violence, il y a des meurtres. Cette part d'inconnu, elle est présente. Et il faut faire attention, c'est pour ça que je prends un gilet, un casque. Je pense qu'on s'en servira pas pour ce qu'on va faire. Mais si dans l'endroit où on se trouve, ça dégénère, c'est bien d'en avoir un pas loin. Ok. Dans la nuit, le fixeur m'a dit que finalement le gang qu'on est censé aller voir, qui contrôle une partie du sud de la capitale, en fait ils sont plus très chauds pour qu'on vienne. Donc ça arrive tout le temps en vrai quand tu travailles sur ce type de sujet. Mais c'est hyper stressant parce que du coup tu vois là on y va, mais ça se trouve on va pas pouvoir filmer. Donc tu vois, vraiment on va prendre 3 avions etc, arriver sur place, sûrement attendre encore un peu. Et on n'est pas sûr à 100% de pouvoir tourner. Donc on y va quand même parce qu'on n'a pas le choix, ça fait partie du truc, mais ouais, ça va être un peu flippant jusqu'au bout de savoir est-ce qu'on tourne ou non. On est ensuite allé à l'aéroport direction Port-au-Prince, et pour s'y rendre, on a dû prendre 3 avions différents en passant par les États-Unis. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucun vol direct depuis la France pour rejoindre Haïti, parce qu'en mars dernier, l'aéroport de Port-au-Prince a été attaqué par les gangs armés. Les vols internationaux ont été annulés, et aujourd'hui encore, très peu de vols desservent Port-au-Prince, car le pays est considéré comme une zone de conflit. On a donc fait un voyage de 24 heures, on est d'abord parti de Paris pour aller à Chicago, puis ensuite on est allé à Miami, où on a pu prendre un dernier vol en direction de Port-au-Prince. We suggest you make a double check about your belongings. Please take everything with you. Once you are out of the plane, you can return for safety reasons. Une fois arrivé, on a rejoint notre fixeur Jérémy. Alors un fixeur, c'est un journaliste local qui travaille souvent pour différents médias, il connaît en général très bien les lieux et a beaucoup de contacts sur place. Et c'est lui qui organise les rencontres qu'on va faire avec les différents gangs. À notre arrivée, il nous explique que le gang qu'on devait aller voir est finalement d'accord pour filmer une séquence avec nous dans l'après-midi. Et avant de partir, il nous briefe sur ce qu'on doit dire en cas de contrôle avec la police. So we're stopped by the police. So I wanna talk, but we tell them that we're going to see a family that lost their house and and the less violence. So it's something that we're doing. Ok. Yeah. No problem. En fait, on est un peu obligé de dire ça aux policiers pour éviter toute complication, voire même un interrogatoire, car normalement c'est pas du tout recommandé pour les étrangers de se rendre dans les quartiers contrôlés par les gangs, parce qu'il y a souvent des enlèvements. Et en plus de ça, les forces de l'ordre haïtiennes n'aiment pas qu'on donne la parole aux groupes armés. On a ensuite fait la rencontre de 2 autres fixeurs, Mendel et Wood, qui travaillent avec Jérémy et qui vont nous emmener sur les lieux. C'est parti. Sur la route pour rejoindre le gang, j'essayais de filmer quelques plans d'illustration du trajet, et Wood, le fixeur qui était avec moi, me disait quand filmer et quand ranger ma caméra. Là, faut pas filmer là. Ok. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ma caméra, j'avais toujours une petite caméra 360 qui filmait en continu, sous tous les angles, en backup, pour ne rien louper. C'est important de rester discret pour ne pas attirer l'attention et éviter de divulguer certains endroits. C'est pour cette raison qu'on devait être assez vigilant au plan qu'on filmait pendant le trajet. Et une fois arrivé dans le quartier contrôlé par le gang, on a fait la rencontre d'un des chefs qui se faisait appeler VS. Bonjour. Comment vous voyez? Pas de jam de bien venir bailler ça non là. Ay de exam moi git moi. De bois me sonner là tout peuple là connaît moi. Et blanc ça pour les autres. En France. C'est tout même tas de sujet. Blanc ça là moi bailler mon l'autre bois avec nous faire ça ouvrir ma bague.
Alors en général, les gangs se méfient des journalistes car selon eux, ils nuisent à leur réputation et à leur image. Ils parlent souvent des journalistes haïtiens qu'ils accusent d'être à la solde de pouvoir en place. Et donc avant de pouvoir vraiment filmer quoi que ce soit, on doit d'abord discuter avec eux et leur expliquer nos intentions. Et quelques minutes plus tard, on rencontre Matador, le porte-parole du gang, qui nous autorise à filmer aux alentours du checkpoint. On va d'abord filmer une séquence où des jeunes soldats se roulent des joints et boivent de l'alcool fort. Ça vous arrive d'en boire avant potentiellement d'aller au combat ou vous en buvez pas, c'est trop dangereux? Bien sûr, c'est comme de l'eau pour nous. Ça augmentera la force chez nous. Parce que c'est notre boisson préférée. C'est comme un trophée pour nous lorsque nous boirons de la solution. Et un peu plus tard, Matador a commencé à nous parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé dans le documentaire, mais qui revenait souvent. C'est leur croyance autour du vaudou. Au quotidien, dans votre groupe, vous utilisez le vaudou? Oui, nous utilisons pour les combats, pour le combat, pour les vivre ensemble. Il y a des chansons qui disent de vaudou, par exemple, qui disent que amis près, m'bral kay amis loin. Yo dis amis loin, c'est l'argent serré. Dis amis près, c'est couteau de bord. M'bral ouais, c'est vrai. Ça nous conseille de ne faire pas confiance avec les amis qui sont proches de nous. Il faut cultiver l'amitié de l'autre côté. Ce sont les amis de loin qui vont vous aider. Il faut appeler les amis de loin. C'est ça le vivre ensemble. C'est le vaudou nous conseille beaucoup. Et ça va nous mener loin si nous utilisons le vaudou. Il faut croire dans notre ancêtre, il faut croire dans le vaudou puisque c'est le vaudou qui nous a donné notre indépendance. Il faut changer tout ça par le catholique. Où était le catholique? Quand Christophe Colomb est arrivé dans l'île, il a mis le croix et après il y a l'esclavage. Dans ton groupe, tout le monde croit au vaudou et en a fait sa religion? Mais bien sûr, le vaudou est notre seule issue. Parce que le vaudou nous montre comment vivre. Le vaudou nous montre comment attaquer et quel moment il faut attaquer. Le vaudou met en nous le sens du patriotisme. Alors moi je connaissais pas très bien la culture sur place et j'ai été assez surpris de voir l'importance du vaudou dans leur groupe. On n'a pas pu intégrer ce passage là dans le documentaire, mais je trouvais quand même intéressant de vous le partager ici, parce que ça raconte quand même pas mal de choses sur leur philosophie de vie. Après cette interview avec Matador, on a continué le tournage et il nous a montré comment ils gèrent leur quartier, et c'est vraiment à ce moment là que je me suis rendu compte qu'on était les étrangers. Comme on était les deux seuls blancs dans la zone, on se faisait souvent dévisager et les gens se posaient pas mal de questions. Et c'est complètement normal parce qu'il n'y a pas du tout d'étrangers dans la capitale, ou très peu, et encore moins dans ces quartiers-là. Et beaucoup de personnes ne voulaient pas qu'on les filme, notamment parce qu'elles avaient peur d'être elles aussi affiliées aux gangs armés et de cautionner leur présence. Donc ça rend le travail sur place un peu plus compliqué, mais il faut respecter ça parce que ce sont ces personnes qui subissent cette situation. L'atmosphère générale avec le gang était elle aussi assez spéciale, ils buvaient pas mal d'alcool entre eux, ils jouaient aussi avec leurs armes, et les manipulaient avec très peu de précautions. Donc quand je filmais, j'étais toujours attentif à ce qui se passait autour de moi, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on filme, notre champ de vision est souvent réduit, et il y a une certaine distance qui se crée avec le terrain. Et comme on est très concentré sur le cadre et sur l'action qu'on est en train de filmer, on peut parfois oublier l'environnement dans lequel on est. Vu qu'on ne savait pas exactement combien de temps on allait rester sur place avec eux, il fallait optimiser chaque séquence. C'est la clé de ces tournages parce qu'à tout moment, il peut y avoir un imprévu, ils peuvent nous dire de partir sans qu'on puisse jamais revenir, ou alors il peut aussi y avoir un problème sécuritaire, de type offensive policière, ou attaque d'un gang rival, qui fait qu'on doit évacuer immédiatement la zone. Charles m'avait déjà bien briefé en amont sur ce type de tournage, mais en gros il faut aller vite et tourner le plus de choses possible en très peu de temps. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'essaie toujours ma caméra tournée en continu pour ne rien louper. Il faut donc être très réactif et trouver rapidement des idées de plans pour illustrer au mieux ce qui se passe. Par exemple, pendant que Charles filmait des séquences avec Matador, j'en ai profité pour filmer des plans d'illustration et capter le maximum d'images possibles. Et quand je voyais un plan intéressant à filmer dans l'une des rues adjacentes, j'en parlais toujours à l'un des fixeurs pour qu'il m'accompagne et m'aide à traduire les discussions en cas de besoin. Et en discutant avec quelques membres du gang, je me rends vite compte qu'ils sont assez jeunes et à force de filmer Black, l'un des chefs, j'ai voulu comprendre les raisons pour lesquelles il a intégré le groupe armé. Ça fait combien de temps que toi, t'as rejoint le gang là? 5 ans. 5 ans? Ok. Et pourquoi t'as rejoint le gang? C'est le bagay, mon blanc. C'est mal que je la me forme d'abord, mais je comprends le bagay. Puis le bagay, blanc, parce que c'est mal pour mais je comprends forme d'abord au chita. Oh, ça, on gars capable. C'est. Je vais dire que je vais démarcher à matin. Je vais dire matin, je ne fais pas si j'ai ça. C'est même moi qui fais forcément ça, ou même nous avons commencé. Et comme ça va dire ça. Nous avons forcément dans gang. Dans le moment où on va vivre à Haïtien, on va vivre l'école oxygène.
Haïti, pendant terminer l'école, on a été classique ou pendant fonctionner. Pendant fonctionner, puis il y a état de monde même. Et pas ça, si tu as passé dans la rue, regarde sous tempérament pour visage, pour bonne pression, et puis comme ça tout. Dans la bonne pression, il va bon pour et puis toutefois tout choisir. Dans le clan, on va rentrer parce que depuis que on n'a pas là, on va choisir d'entrer là-dedans. Dans la pression, on n'a pas c'est bon pour choisir pour faire tout le bagage. Qui sont ouais pour l'avenir, peut-être, qui sont tablés, qui sont espérés. Ah. Si toutefois mal dit ça me pour l'avenir, bon, j'aimerais un pays ça là, je ne vais pas changer. Un pays comme si j'aimerais là et puis mal la vie, mal. C'est mal du monde qui ça me devient dans mes peut-être. C'est que quand je fais bon, je vais continuer à devenir. Et des bails je vais changer. Peut-être Je voulais vraiment vous partager ces discussions que j'ai eues avec Black parce que ça explique bien pourquoi et comment certains jeunes se sont retrouvés dans un gang à tenir une arme. Et d'ailleurs, en discutant avec d'autres jeunes combattants du gang, je me suis vite aperçu que beaucoup d'entre eux ont été eux aussi recrutés assez jeunes et souvent par la force. Peu de temps après, on a filmé une interview avec Black et Matador pour les confronter aux témoignages d'habitants qui ont quitté leur quartier à cause des combats entre les milices et les forces de l'ordre. Ils ont répondu aux questions de Charles, mais la dernière question concernant l'interdiction des viols dans le groupe armé a commencé à agacer Black. Black, tu confirmes ça, c'est interdit dans le groupe armé? Oui. Et nous sommes désolés pour cette dame. Et c'est du fond du cœur. De mon côté, j'étais en train de filmer un plan serré sur Black et j'ai vite senti que ça commençait à l'énerver. En fait, Black il commençait à en avoir marre de la caméra, ça faisait maintenant quelques heures qu'on était sur place avec eux et ça commençait à être un peu long pour certains membres du gang. Et là aussi, faut savoir sentir les choses pour ne pas aller trop loin. Du coup, on a terminé l'interview juste après cette question et on a quitté le quartier peu de temps après. Et pour la petite anecdote, dès que la nuit commence à tomber vers 19h, il y a très peu d'activité à l'extérieur pour des raisons de sécurité. Pour vous donner un exemple, quand on est rentré en fin de journée à l'hôtel, le gardien nous a ouvert la porte avec un fusil à pompe à la main. Donc voilà, ça vous donne un petit peu un aperçu de l'insécurité qu'il y a dans la ville. Le deuxième jour, on est parti au sud de la ville pour rencontrer un autre gang. En arrivant sur place, on découvre un cimetière où plusieurs personnes avaient trouvé refuge. L'un des hommes armés nous explique qu'en fait, juste avant qu'on arrive, une grande partie du gang était partie combattre les forces de l'ordre à quelques kilomètres d'ici et qu'il fallait les attendre. En attendant, on a rencontré une mère et sa fille qui vivaient dans le cimetière et qui souhaitaient nous parler de leurs conditions de vie. On voulait commencer à leur poser quelques questions, mais au même moment, l'un des habitants du cimetière est arrivé et a commencé à nous crier dessus. Comment? Journaliste qui vient faire interview là, qui dit aide là, tu vois le téléphone là ensemble avec mesdames ça là. M'pas identifier yo. Vous pas parler mais pas nous même. Pas connaître quel que soit journaliste, il y a des journalistes ça veut dire son bail qui t'a pour interdire dans le cimetière. Sur le moment avec Charles, on ne sait pas du tout ce qui se passe parce qu'on ne comprend pas la langue, mais on s'aperçoit rapidement que notre présence se dérange. On sent que la tension monte et que d'autres habitants commencent aussi à s'approcher pour savoir ce qui se passe. On va faire exception et on pas quelqu'un qui est venu. On va faire exception? Non. M'a dénoncé nous. Le risque ici, c'est que la situation dégénère et qu'on soit pris à partie par les habitants du cimetière. Encore une fois, c'est pas anormal qu'il y ait cette colère-là, parce que le pays traverse une crise économique et sécuritaire extrêmement grave, et il y a beaucoup de rancœur envers les étrangers, donc il faut respecter ça et apprendre à bien se placer dans ce genre de situation. Et surtout, ne pas oublier qu'on n'est pas chez nous. C'est aussi le rôle de notre fixeur, Jérémy, d'être là pour ça, et de sentir quand on n'est pas au bon endroit, au bon moment, pour vite nous expliquer ce qui se passe, et qu'on puisse comprendre le problème, et ensuite prendre une décision en fonction, s'il faut partir ou non par exemple. Et dans ces moments-là, on ne peut rien faire, hormis lui faire confiance pour calmer la situation. Mais regardez, ça n'a pas aucun rapport avec nous. Pas de rapport avec votre journaliste qui était là. Malheureusement, moi, bon, parce que je souhaitais que ça pas arrivé, on va voir sur le téléphone. Le vol, hein, femme, comme si m'a parlé, comme si m'a bagay. Pas même journaliste qui vient voir le téléphone, là. Pour qui ça m'a parlé? Pas menti. Moi, Dieu, c'est pas pour eux, les gars qui viennent te mettre le téléphone, moi. Et pas même pas international, les pieds volent, après les volent, on va faire moun. Finalement, ce n'était pas si grave, c'était une personne qui avait eu une mauvaise expérience avec d'autres journalistes et qui venait nous le faire savoir. On a fini par s'éloigner et à suivre la mère et sa fille pour qu'elles nous montrent où elles vivent et nous expliquent leurs conditions de vie. Oui, c'est là. Elle a nuité, elle a dormi, elle a lagué comme le soir. Vous parlez fort, non, pour me entendre. Vous avez activité. Oui, moi-même, c'est là, moi, j'étais avec nous. Nous dormions parce que nous n'avons côté pour nous voir. Et là, nous avons juste check. Tout bail là, et puis on y a là, nous allons assembler. On y a là, nous allons marrer là, et là, nous allons laver, nous allons assembler ça, marrer. Ça, c'est uniforme, Simon.
Ah, c'est le livre. Mais j'en ai vu là, nous dormons. Là, nous sommes pas quelqu'un. Peut-être pour moi, ça nous. Mais, c'est pas, nous allons le côté pour dormir. Et bah, c'est difficile pour nous. Quand on vivre avant, juste, c'est qu'il faut faire une vivre. Quand il y a pendant la vie passée, mais pas qu'à balle dans le pays dehors. Et puis, juste, mais chaque cas, famille, puis, d'être venu là comme là. Mais pendant que comme là, c'est pour inviter. Vous comprenez? Non, ouais, c'est pour inviter. C'est moi à la vie. Est-ce que vous expliquer les conditions de vie ça et comment nous faire pour manger pour nous, notre petit non? Mandé, c'est ma moun. Je dois reconnaître tout et puis moi-même, les petits ne pas gagner pour me mandé, c'est ma voix. Mando, soit prêter moi ou soit faire un cadeau, c'est comme ça que je vais avec eux, je vais gagner, et comme ça. C'est comme ça que je vais avec eux. Toujours, je m'ai crié sans crier ma tête, juste. Je suis toujours là, ça sur le bon Dieu. Pour bon Dieu, cherche une façon, cherche une place pour moi, pour le mettre à Timonia. Ce témoignage était assez fort car ça montre bien à quel point la situation peut être précaire pour beaucoup d'Haïtiens dans la capitale. Et après l'interview, alors que j'étais en train de filmer des plans d'illustration du cimetière, Charles m'appelle rapidement. T'entends? T'es au team? Ouais, dis-moi. Il y a des tirs à l'ouest. T'entends? T'as entendu les bruits? Alors sur le moment, j'ai pas du tout entendu les coups de feu parce que j'étais focalisé sur les plans que j'étais en train de tourner et c'est là où Charles m'a expliqué la situation. Il y a une partie du gang qui est occupée à défendre leur territoire. Donc je sais pas si on va rester. Ok, ça marche. Quelques minutes plus tard, on décide de quitter le cimetière pour rejoindre un quartier contrôlé par la police et sur la route, on traverse quelques rues désertes où plusieurs affrontements ont eu lieu entre les groupes armés et les forces de l'ordre. Donc là, juste derrière moi, c'est le stade de Port-au-Prince. L'entrée est déserte et en fait, toute cette partie-là, dont le stade, est contrôlée par le gang. Toutes les voitures dans le parking du stade ont été entièrement dépouillées et pillées. Là, c'est la faculté de médecine qui a été abandonnée. Ils ne veulent pas que je descende de la moto, donc on va aller vite fait faire une image à l'intérieur. Les inscriptions ISO que vous pouvez voir sur les fenêtres de la voiture qui a été détruite et du bus, en fait, c'est le nom d'un des chefs de gang les plus dangereux d'Haïti. C'est fou parce que c'est vraiment dans le centre de Port-au-Prince et là, en l'espace de 2 rues, on est déjà retourné dans le quartier contrôlé par la police. Juste derrière, là, c'est le palais national. Donc vraiment, en 2 rues, on est devant le palais présidentiel et le quartier contrôlé par les gangs. Le lendemain, on a rencontré un autre gang au nord de la ville et pour ça, on a d'abord rejoint notre point de contact au bord de la mer qui nous a ensuite emmenés à leur base. Je me souviens qu'en arrivant dans leur base, j'ai eu un sentiment assez étrange parce que visuellement c'était très fort, il y avait des tags et des peintures partout, mais c'était aussi assez vide. Le village que le gang contrôlait était derrière une énorme porte blindée, et on entendait d'ailleurs des enfants jouer sans savoir où ils étaient. Le truc qui m'a marqué, c'est que dans ce genre d'endroit, on est complètement démunis parce qu'on est dans un lieu très reculé, on ne comprend pas la langue, et on n'a quasiment aucune maîtrise sur le déroulé des événements. Donc à nouveau, on n'a pas le choix que de faire confiance à nos fixeurs. Je le répète parce que c'est important de comprendre que ce sont les pièces maîtresses de ces tournages. Et encore une fois, comme on ne sait pas combien de temps de tournage on aura avec eux, il a fallu être très efficace et réactif sur place pour faire l'interview et filmer les plans d'illustration. On est resté à peu près 2 heures avec ce gang, puis on est reparti. Et pour la petite anecdote, avant de reprendre la route et de retourner en ville, on a d'abord planqué nos cartes SD sur nous, puis on les a remplacées par de nouvelles cartes vierges. On a fait ça pour sécuriser les images en cas de contrôle avec la police. Parce que ça peut arriver qu'ils nous demandent de leur montrer les rushs, et s'ils tombent sur les images de gang, ils peuvent nous les confisquer ou les supprimer. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je voulais vraiment vous partager cette expérience de tournage qui était assez folle. Je voulais aussi vous transmettre les témoignages qu'on n'a pas pu intégrer au documentaire. Et avant de vous quitter, je voulais aussi remercier Charles pour la confiance sur ce projet et pour son aide sur la création et la réalisation de ces vidéos. N'hésitez pas à me faire des retours et à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Cette année, je compte revenir sur YouTube avec pas mal de nouveaux formats, que ce soit des quiz de tournage, des podcasts ou encore des décryptages de films et de documentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à très vite.